Et je vous propose, en deuxième partie d'après-midi, d'entrer dans une séquence d'inspiration à partir d'initiatives qui ont lieu, qui sont mises en œuvre aujourd'hui dans les territoires normands, et bien d'échanger à l'occasion d'un grand débat. Alors vous voyez ici 9 sièges installés, des acteurs de la région Normandie qui se mobilisent autour de cette ambition politique partagée. Et on va évoquer ensemble les défis, les facteurs de réussite sur les territoires. Évidemment, on va faire au mieux, je vais faire au mieux pour qu'il puisse y avoir un temps d'échange avec vous, donc il ne faudra pas hésiter à vous en saisir. Cette table ronde, ce débat va s'organiser en 2 temps. D'abord avec un premier groupe de 5 intervenants et puis 4 autres les rejoindront ensuite. Alors j'invite à rejoindre la tribune Christine Farah, adjointe du responsable du pôle 3E de la Directe. Hervé Baron, responsable partenariat de Pôle emploi Normandie. Où vous voulez. Pascale Froger, directrice de la MDPH de l'Orne. Anne Harel, vice-présidente du département de la Manche. Et Guillaume L'Huillier, délégué territorial handicap du FIP-HFP. Merci à vous d'être présents. Alors je distribue... Voilà. Normalement, les micros sont allumés, tout devrait fonctionner tout de suite. Alors cette ambition politique partagée, il n'y a pas de point d'interrogation. Il aurait peut-être pu y avoir un point d'exclamation. En tout cas, le constat de départ, c'est qu'elle semble être présente et s'incarner dans des orientations, dans des politiques publiques. Mais j'aimerais peut-être commencer avec vous, Christine Farah, justement, pour avoir votre regard de la Directe. On a entendu en introduction Gaëtan Rudan, le directeur régional, qui a pu nous donner un aperçu des convictions qui étaient portées par la Directe. Néanmoins, lorsque l'on parle de virage inclusif, de société inclusive avec le prisme de l'emploi, pour vous, Directe, ça veut dire quoi ? Ça se concrétise comment, en termes de panorama ? Alors, en termes de panorama, ça se concrétise par l'insertion des personnes handicapées est un enjeu national qui se traduit par une forte mobilisation de l'État. Cette mobilisation se décline à travers le PRITH. Ce PRITH a été construit à partir d'éléments de diagnostic, donc je vais en retenir 3. D'abord, 29 000 demandeurs d'emploi travailleurs handicapés, avec des difficultés accrues, que ce soit en termes de qualification, puisqu'on est face à une population peu qualifiée. On est face à une population qui est en chômage longue durée. On est aussi face à une population qui est âgée, puisque plus de 46% des demandeurs d'emploi travailleurs handicapés ont plus de 50 ans. Et avec un taux de chômage 2 fois supérieur au niveau national. L'autre élément de diagnostic, c'est le taux d'emploi, qui doit être encore amélioré, puisqu'on n'est qu'à 4,27%, au lieu de l'objectif cible qui est de 6%. Et enfin, c'est les situations à risque de désinsertion professionnelle qui augmentent. Donc, face à cette volonté nationale et à ces éléments de diagnostic qui sont prégnants sur la population handicapée de Normandie, nous avons toute la légitimité, que ce soit l'État, donc nous, la Directe, et évidemment tous nos partenaires, pour effectivement travailler à l'inclusion des personnes handicapées. Oui. Alors pour compléter ces premiers éléments chiffrés, alors on ne va pas nous s'abasourdir de chiffres. L'idée, c'est vraiment de rentrer ensuite dans les discussions sur ce qui peut être mis en œuvre, comment on peut réussir ce défi d'une société inclusive. Hervé Baron, donc vous avez la casquette Pôle emploi. J'imagine, je vous voyais acquiescer aux chiffres révélés par Christine Farah. Et ce qui est un chiffre que l'on connaît peu ou pas assez, c'est que les travailleurs handicapés sont largement dans les files de Pôle emploi. Tout à fait. Donc, je ne vais pas repartir sur les mêmes chiffres. Donc, je
valide, entre guillemets. L'idée, c'est en effet que Pôle emploi, et c'est souvent méconnu, parce qu'on on est opérateur de service public, et Pôle emploi a 75%, 3/4 des personnes en situation de handicap dans ses portefeuilles, dans les portefeuilles des conseillers. Donc c'est un enjeu majeur pour Pôle emploi. Alors un enjeu majeur pour Pôle emploi et pour ses partenaires. Et je pense en particulier au Cap emploi, qui sont nos partenaires principaux sur le champ de l'emploi. Et donc ces chiffres, hein, ce n'est pas Pôle emploi qu'on les a, mais c'est surtout l'IGAS qui les avait dans son rapport en mai 2017, qui les a mis en valeur. Et l'IGAS, ce qui est intéressant, pointait donc que les 3/4 des demandeurs étaient accompagnés par Pôle emploi, qu'en parallèle, les compétences des conseillers Pôle emploi étaient sûrement à renforcer, parce qu'il existait dans chaque agence un ou plusieurs référents handicap, mais on s'apercevait que par rapport à l'ensemble des collègues, le handicap, souvent c'était un peu point d'interrogation. Donc il y avait cette recommandation de l'IGAS de travailler sur ce champ, sur le renforcement des compétences. Il y avait aussi un constat justement du renforcement de la complémentarité entre Pôle emploi et Cap emploi. Parce que quand vous interrogez les demandeurs d'emploi, la plupart, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. En fin de compte, les deux font la même chose, alors que chacun, on va dire, a une expertise différente. C'est-à-dire que Cap emploi est vraiment l'opérateur spécialisé par rapport au handicap, alors que Pôle emploi est plutôt dans une approche, j'allais dire, là où le handicap ne constitue pas le frein principal au retour à l'emploi. Et d'ailleurs, c'était un des messages que j'ai entendus ce matin, qui était de dire qu'il faut que les acteurs spécialisés dans la question du handicap, que ce soit Cap emploi ou tous les établissements médico-sociaux, puissent venir en appui d'expertise des acteurs du droit commun, comme vous le disiez, pour accompagner les montées en compétences notamment. Pascal Froger, un moment essentiel, un facteur de réussite, justement, pour mettre en œuvre cette ambition politique partagée, c'est ce moment crucial de l'évaluation de la situation de chaque personne. Et donc, vous êtes directrice de la MDPH de l'Orne. Et donc, les MDPH sont une porte d'entrée extrêmement importante. Comment vous travaillez cette question de l'évaluation ? Alors, d'abord, l'évaluation, c'est notre cœur de métier. Avant de travailler sur les prestations, sur les droits, on travaille d'abord sur l'évaluation des situations des personnes, de leur environnement, de leurs besoins, de leurs capacités. On parlait effectivement ce matin, on a entendu, et vous le rappeliez, du fait qu'il était important de mixer les regards, de les croiser. C'est ce qu'on fait au sein de nos équipes pluridisciplinaires quand on travaille sur l'évaluation des situations. Alors, vous m'avez présenté en tant que directrice de la MDPH de l'Orne ce que je suis, mais je suis aussi la porte-parole des directeurs et directrices des MDPH de Normandie, cette table ronde de cet après-midi. Toutes nous avons dans nos équipes pluridisciplinaires à la fois des professionnels internes de la MDPH qui connaissent précisément les prestations, les droits, les critères d'éligibilité, mais on travaille également aussi avec l'ensemble de nos partenaires. Nous avons des conventions avec Pôle emploi, avec Cap emploi, avec le service public, qui sont présents au sein de nos équipes pour apporter leur expertise et leur regard sur le milieu professionnel, que nous ne connaissons pas forcément. Nous travaillons également avec les missions locales pour l'insertion des jeunes. Nous travaillons également avec les centres de réadaptation professionnelle pour tout ce qui touche à la formation, avec les pôles EOS, je crois qu'on les appelle encore comme ça, mais j'ai un doute, des pôles emploi pour tout ce qui est formation et acceptation de la formation professionnelle. Donc voilà, on a l'habitude de mixer les regards, de les croiser pour qu'on puisse avoir une évaluation de la situation et des besoins de la personne qui soit la plus exhaustive possible et surtout la plus partagée. L'idée, c'est aussi que cette évaluation, elle permette à chacun de partir avec les bons éléments pour pouvoir accompagner au mieux la personne s'il y a un accompagnement qui se fait ensuite. Alors, on peut peut-être quand même évoquer une spécificité de l'Orne avec un outil, une instance que vous avez choisi de conserver, c'est un comité d'insertion professionnelle. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, alors c'est le comité départemental d'insertion des travailleurs handicapés qui, bien avant l'élaboration des PRITH dans le département de l'Orne existait. Il réunit l'ensemble des partenaires du service public, mais aussi des acteurs sociaux, la CARSAT, la MSA, la GFIP, le FIPH, les Cap emploi.
Et j'en oublie, la MDPH évidemment, qui se réunissent très régulièrement, c'est 3 à 4 fois dans l'année, à la fois pour mettre en place des actions communes, hein, que ce soit des actions de formation à destination des publics les plus fragilisés, qu'ils soient travailleurs handicapés ou bénéficiaires du RSA d'ailleurs, ou chômeurs de longue durée, mais à la fois aussi pour mettre en place, là le prochain projet c'est sur la semaine pour l'emploi des travailleurs handicapés, c'est aussi des forums qui ont été mis en place où on a travaillé sur l'insertion professionnelle des jeunes en établissement médico-social, l'insertion en milieu ordinaire avec des prépa-emploi, avec des job dating, avec des choses de ce type-là, où on mixe les publics. L'idée de ce comité c'est de pouvoir se rencontrer régulièrement, faire un point d'échange sur nos informations, nos actualités, et puis continuer à travailler ensemble, à se connaître, à partager ce vocabulaire, cette culture, parce que c'est vraiment ce qui permet aussi de s'interpeller rapidement quand on a besoin sur une situation, quand on a besoin sur un sujet particulier. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que vous coopérez au sens que nous a donné ce matin Serge Ebersold ? Tout à fait. Très bien. Guillaume Lhuillier, j'aimerais vous entendre. Vous êtes donc délégué territorial handicap du FIP HFP. Parce que ça a été dit ce matin dans le diagnostic PRS et PRIT qu'il y avait encore, et puis ça a été aussi dit par Dominique Gillot, du décloisonnement à opérer. Pouvez-vous nous dire comment justement FIP, HFP et AGFIP justement vous travaillez et vous avez déconstruit des cloisons qui pouvaient encore exister et mutualisé? Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, très modestement, hein, je ne sais pas si on a déconstruit, enfin en tout cas on a essayé voilà, autant que faire se peut, d'avoir une approche assez transversale, voilà, des choses. Peut-être deux mots sur le FIP, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, et je pense que c'est la grande majorité. Hein. Nous sommes le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, donc nous sommes le pendant de l'AGFIP, mais pour le secteur public. Voilà. Et nous sommes une toute petite structure, puisque nous sommes 50 pour toute la France, hein, et nous sommes 2 en région Normandie. Voilà. Donc, pour vous dire que tout simplement, matériellement, pour nous, le décloisonnement, la transversalité, le partenariat, la coopération, la collaboration, c'est notre ADN, puisque seuls, nous ne pourrions strictement rien faire. Voilà. Or, comme nous avons, comme tout le monde, des grandes ambitions, on est obligé, on est condamné à cette collaboration, à cette coopération que tout le monde, aujourd'hui, j'espère, appelle de ses voeux. Bien. Donc, la première de ces grandes coopérations, de ces collaborations, naturellement, nous l'avons trouvée auprès de l'AGFIP, qui est une maison qui nous avait précédé, je dirais, puisque le FIP, ça date de 2005, l'AGFIP de 87, donc il y avait quand même une certaine antériorité. Et le législateur lui-même nous y a invités, puisque dans la loi, il était prévu, c'est une convention de coopération AGFIP-FIP. C'est bien normal que les deux fonds, je dirais, qui font quand même le même métier, mais pas avec, je dirais, les mêmes structures en termes d'insertion, puisque le secteur public a quand même ses spécificités, c'est pas à vous que je vais l'apprendre en termes de droit, de mode de fonctionnement, y compris de mode, je dirais, de recrutement ou de maintien dans l'emploi, qui n'ont rien à voir avec le code du travail. Voilà. Mais naturellement, je dirais, en termes d'outils, en termes de procédures, nous avons cherché à collaborer avec la GFIP et à mutualiser l'ensemble de la boîte à outils, hein, que conjointement les deux fonds mettent à disposition, que ce soit des opérateurs Cap Emploi, de Pôle Emploi, ou de l'ensemble des partenaires, des CARSAP, des MDPH, enfin, tous les dispositifs, je ne vais pas vous en faire la liste à l'après-vert, mais qui existent au service de cette politique d'insertion et de maintien dans l'emploi. C'était le premier échelon. Bon. Naturellement, et là je rejoins tout à fait Pierre Privat dans son propos liminaire ce matin, remarquable d'ailleurs, je dois le souligner, mais je dirais que naturellement le champ du médico-social, il est arrivé assez, je dirais, comme une évidence. Voilà. Pourquoi ? Parce que on ne fait pas de l'insertion en vase clos, bien évidemment. Or, que ce soit... Enfin, je veux dire, au niveau du FIP, nous, un de nos grands partenaires, c'est normal dans la fonction publique, c'est l'Éducation nationale. Bon, voilà. C'est pas forcément le partenaire le plus simple, je vous le cache pas, mais pour nous, voilà, c'est un peu un euphémisme, vous m'excuserez, mais pour nous, il est incontournable. Voilà, on aura un représentant bon, voilà, très bien. pour de la deuxième partie. Bon, parfait.
il est incontournable, à la fois quantitativement, qualitativement, démographiquement, par l'ensemble, je dirais, du champ qu'il couvre. Et c'est l'école, bien sûr, mais pas que l'école. Hein. Je veux dire, c'est la formation au sens large, c'est les Greta, enfin bon, etc. Je vous passe des meilleurs. C'est un de nos grands partenaires. Bien. Eh bien, il est évident qu'avec voilà, avec l'éducation nationale, naturellement, il fallait là aussi aller chercher des partenariats qui soient plus larges et qui nous permettent d'initier, d'anticiper les évolutions dès le stade scolaire et puis après celui de la formation des jeunes plus tard. Donc voilà, c'est un exemple. Enfin, comme je disais, le médico-social, plus récemment, nous avons participé, là, sous l'impulsion des pouvoirs publics, hein, il faut bien sûr là aussi le reconnaître, à des opérations ou à des dispositifs nouveaux. Je pense à celui de l'emploi accompagné, par exemple. Hein. J'espère que je n'anticipe pas votre question. Non, allez-y. Tout va bien. Qui nous a permis, grâce à l'ARS, auquel je souhaite rendre hommage ce matin, de collaborer collectivement, direct, AGFIP, ARS, Pôle emploi et FIP, pour un objectif commun qui est, dans le cadre d'un dispositif nouveau, pour le coup, je dirais, d'inspiration étrangère, puisque ça nous vient du Canada, du Québec. Donc là, au moins, on n'avait pas ce problème de savoir de quelle école ou de quelle chapelle on allait s'inspirer, puisque ça venait de l'étranger. Donc déjà, c'était un import, mais il fallait l'adapter. C'était pas un simple copier-coller, il fallait l'adapter, je dirais, à un contexte bien franco-français. Et donc voilà, je dirais que c'était un exemple assez frappant pour moi de ce qu'on peut faire en matière de collaboration entre le médico-social, le champ de médico-social au sens large, et le service public de l'emploi. Oui. Alors, on entend déjà apparaître cette question qui a déjà été évoquée ce matin, des passerelles entre le droit commun et le milieu et le secteur médico-social. Vous, Anne Harel, en tant qu'élue, vice-présidente du département de la Manche, la construction de cette politique sur les questions de handicap, par quel bord, par quel côté, sous quel angle vous l'avez abordée ? Bonjour à tous. Alors, effectivement, nous l'avons abordé, ça a été rappelé ce matin à plusieurs reprises et je suis très satisfaite de voir qu'on s'inscrit dans cette lignée, puisque nous, les enjeux, c'est la sécurisation des parcours pour toutes les personnes, hein, qu'elles soient en situation de handicap ou non. C'est aussi le pouvoir d'agir des bénéficiaires, enfin, des personnes accompagnées, et ça nous semble très, très important. La personne doit être au cœur du dispositif, doit être actrice de son parcours et bien sûr aussi la coordination des acteurs. Ça, c'est un véritable enjeu, puisqu'on l'a vu aussi ce matin, et on le voit aussi, on va le voir cet après-midi, qu'il y a un grand nombre d'acteurs qui gravitent autour de l'insertion, que ce soit pour les personnes en situation de handicap ou non. Donc ça a été vraiment, je dirais, les enjeux qui ont mené à une réflexion plus importante et qui s'est traduite par l'écriture ou la réécriture de notre pacte territorial pour l'insertion, alors qui arrivait à échéance en fin d'année dernière et qui est devenu le pacte territorial pour l'insertion, l'emploi et l'entrepreneuriat. Donc le PTI 2E, dont j'ai un exemplaire ici, et que l'on a traduit en facile à lire et à comprendre. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que le département de la Manche entre dans la démarche du territoire 100% inclusif. Et donc, voilà, c'est une des premières choses que nous avons faites. Mais voilà, ça va se poursuivre, puisque le territoire 100% inclusif, bien sûr, c'est la société qui s'adapte à tous, que ce soit pour le domicile, que ce soit pour le lieu de travail, que ce soit à tous les âges. Donc, et d'ailleurs, un de vos partis pris, c'est qu'on l'a entendu dans l'acronyme de ce pacte, il n'y a pas de H, et c'est un véritable choix politique. C'est Dominique Gillot le disait, souvent on a une politique publique avec un volet handicap. Là, c'est vraiment une intégration totale. Voilà, pas du tout, en tout cas dans l'acronyme, ça c'est clair, puisque les actions qui sont menées par le Conseil départemental de la Manche visent tous les publics, qu'ils soient en situation de handicap ou non, enfin, en matière d'insertion, hein, je parle dans le cadre de retour à l'emploi.
Et pour vous, ça, c'est un des facteurs de réussite de l'inclusion, d'être Oui, dans une... bien sûr, complètement. Et puis, alors évidemment, nous avons quelques petites disons, actions qui sont plus spécifiques. Madame de la Directe, nous sommes très partie prenante dans le secteur de l'IAE, puisque nous cofinançons des places dans les chantiers d'insertion avec la Directe, donc pour tous les publics, notamment bénéficiaires du RSA. Mais alors, le financement des places PH, c'est pas nous, c'est vous. Mais en tout cas, nous finançons l'encadrement technique dans les chantiers d'insertion qui s'adresse aussi au PH. Donc voilà, c'est une des actions que nous pouvons mener spécifiquement pour les personnes en situation de handicap, mais qui n'est pas notée effectivement dans l'intitulé. Je voudrais, avec vous, Hervé Baron, continuer un peu à explorer ce facteur de réussite qui est d'aborder la question du handicap autant que faire se peut dans le champ du droit commun. Et ça a été évoqué ce matin, je ne sais plus par quel intervenant, 2 sites pilotes qui justement expérimentent une consolidation des savoir-faire sur les questions du handicap par vos équipes classiques, entre guillemets. Alors, tout à fait. Pierre Privat, je crois que c'est lui encore qui l'avait évoqué. En effet, quand je vous disais que 3/4 des personnes en situation de handicap étaient suivies, accompagnées par Pôle emploi, ça implique une certaine responsabilité. Et cette responsabilité, alors on est dans un environnement, on parlait d'alignement de planète, on est dans un environnement où l'inclusion est grande cause du quinquennat, où il y a un comité interministériel au handicap, donc il y a un volet assez fort sur l'emploi. Donc notre direction générale s'est engagée dans la logique de personnalisation de services et faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin, dans un renforcement de son offre de services auprès des personnes en situation de handicap. Donc en France, il y a 13 sites, 13 agences qui sont engagées dans cette démarche, 13 sur environ 1000 agences. L'idée, on est vraiment sur des sites pilotes, et ce terme pilote, ça veut dire que ces agences ont en quelque sorte carte blanche pour expérimenter en fin de compte, divers systèmes, diverses propositions pour favoriser le retour à l'emploi des personnes en situation de handicap. Je ne vais pas revenir sur les chiffres qui ont été évoqués tout à l'heure, notamment le taux de chômage qui est le double pour les personnes en situation de handicap. Mais donc l'idée, ce qui est commun à ces sites pilotes, à ces 13 sites en France, c'est la constitution au sein de Pôle emploi d'une équipe, ce qu'on appelle pluridisciplinaire, qui regroupe des conseillers demande, des conseillers entreprises et les psychologues du travail, donc qui œuvrent ensemble, qui réfléchissent à différentes actions. Et par rapport à ces actions, donc l'idée principale, qu'il y a 5 objectifs. 5 objectifs. Le premier, par rapport à ces pilotes, c'est monter en compétences. Je vous disais tout à l'heure, monter en compétences les conseillers, et en l'occurrence donc les conseillers principalement là, de l'équipe pluridisciplinaire, par rapport à l'approche du handicap dans leur diagnostic. Parce que c'est important, si vous voulez, d'adapter un peu les solutions par rapport au parcours de retour, parce qu'on est vraiment dans cette logique de parcours. C'est cette montée en compétences des collègues. Ensuite, c'est une fois cette montée en compétences, mais tout se fait de manière concomitante, on va dire. La seconde chose, c'est se dire quel service le plus adapté aux demandeurs en situation de handicap. Et là, j'insiste fortement sur cette notion de complémentarité avec les Cap Emploi. Jusqu'alors, et puis il y a une co-responsabilité, on va dire. Jusqu'alors, les uns les autres, et je vous disais, c'était le retour des demandeurs d'emploi, on était dans bonnet blanc, blanc bonnet, et ça veut dire que étaient suivis par Pôle emploi des personnes dont le handicap était vraiment le frein principal et pour lesquels les collègues n'avaient pas les solutions à apporter, donc le suivi efficace. Et à l'inverse, on va dire, les Cap Emploi pouvaient se retrouver avec des personnes qui étaient employables dont le handicap n'était pas le frein et donc pour lesquelles, en fin de compte, leur valeur ajoutée n'était pas la plus efficiente. Donc ce travail de prendre en compte ces attentes, c'est-à-dire par rapport, ça a été dit ce matin, j'ai trouvé que l'expression de M. Bersold, pas de spécialisé sans ordinaire, on est vraiment dans cette réflexion-là. Ça veut dire qu'il y a un ordinaire, j'allais dire, qui est l'accompagnement Pôle emploi pour les personnes dont le handicap n'est pas le frein principal, et les Cap Emploi interviennent en complémentarité pour vraiment le spécialiser.
hein. Et donc, par rapport à cet objectif, notre second objectif, c'est la prise en compte aussi des attentes. Ça a été dit ce matin par M. Ebersold aussi, la personne au centre des réflexions. C'est-à-dire qu'on a trop tendance, les uns les autres, à vouloir penser à la place d'eux. Et donc, un site, les 2 sites, quand je vous parlais qu'on avait des sites pilotes en Normandie, donc on a 2 sites, un sur Rouen, un sur Le Havre. Les 2 sites ont engagé des réflexions par rapport à cette prise en compte des attentes des personnes et des solutions à apporter. Et notamment sur le site du Havre, il y a un groupe d'expression qui a été mis en place, un groupe d'expression de demandeurs. Alors j'ai eu la chance, et quand je dis la chance, c'est bien le mot, d'assister, d'être invité à ce groupe. Chance, pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, chacun, même si on est des fois un peu sensibilisé, on a une représentation. En fin de compte, on voit le handicap comme étant, on ne pense que handicap et pas forcément justement compétence, personne qu'il y a derrière. Et en fin de compte, ce groupe était assez bluffant. Alors, ce qui était intéressant, c'est que ce groupe, ça n'a pas été un one-shot, c'est-à-dire qu'il y a eu d'autres réunions qui continuent, il y a des actions qui se mettent en place, et donc prendre en compte les attentes et apporter des réponses. Et c'est là où je voudrais insister sur l'aspect personnalisé du service. On voit. Et dans ce groupe d'une 20aine de personnes, il y avait des situations très diverses, variées de handicap. Et on voit, en fin de compte, derrière la notion de handicap, il y a des situations très diverses, parfois très complexes, et qu'il n'y a pas une solution, une seule, unique à apporter. Et que l'accompagnement, c'est-à-dire qu'il faut vraiment remettre la personne au centre des réflexions pour un parcours individualisé. Alors cette clé de la réussite, de l'écoute des personnes, d'entendre leurs besoins, leurs envies, ça ne peut se jouer que dans une relation de proximité. Christine Farah, avec justement ce PRIT, vous pensez que c'est là aussi, il va avoir ce rôle de clé de la réussite pour décloisonner là aussi et apporter des réponses de proximité ? Tout à fait. En fait, les facteurs de réussite sur le territoire, on est bien sur des éléments de diagnostic partagés, des objectifs partagés et une mise en mouvement collective pour prendre en compte, comme vous le disiez, la personne dans sa globalité et répondre à ses besoins. Donc, on est dans le cadre du PRIT sur la réponse, dans le cadre du plan d'action, sur ces questionnements-là. Donc effectivement, la Directe et ses partenaires ont vraiment à cœur à travailler, à mettre en œuvre un travail partagé, partenarial, donc au quotidien, ce qui se traduit au niveau du PRITH par le mode de gouvernance, puisqu'on a un comité de coordination qui prend en charge le suivi opérationnel du PRITH et qui rend compte très régulièrement au comité de pilotage, donc qui se réunit 2 fois par an. Et puis, autre chose, c'est le plan d'action, forcément, notamment à travers les pôles de compétences territorialisés pour l'insertion professionnelle vers le milieu ordinaire, où là, effectivement, on est bien sur... chaque partenaire vient avec la plateforme des outils sur lesquels il a la main et qu'il peut partager avec les partenaires. Et l'idée, c'est bien d'optimiser ces outils sur le territoire. Donc nous, par exemple, au niveau de la Directe, on est en train de travailler en ce moment, la collègue qui s'occupe des TH est en train de faire ce travail-là, une enquête auprès des missions locales pour identifier auprès des missions locales s'il y a vraiment une connaissance, une identification, le degré d'identification des dispositifs au bénéfice des personnes handicapées. Et du coup, essayer de recenser les besoins pour essayer de nourrir derrière, alors peut-être mettre en place et développer un réseau de personnes ressources handicap dans les missions locales pour pouvoir nourrir ces pôles de compétences. Alors, Pascal Froger, depuis la fenêtre MDPH, cette question de la proximité, de l'écoute de la personne, est-ce que concrètement, vous avez les moyens, alors quand je dis moyens, c'est les moyens humains, les moyens en temps et financiers aussi, pour justement pouvoir recueillir tous ces éléments-là? Je vous mentirais si je vous disais oui. Non, on est très loin d'avoir les moyens de rencontrer toutes les personnes qui s'adressent à la maison départementale pour obtenir une prestation ou un droit et pour lesquels on va recevoir les demandes.
On essaye de se concentrer sur les situations les plus complexes ou les situations qui nécessitent de mettre en place ce partenariat et cette coopération parce que c'est ces situations-là qui risquent à un moment ou à un autre de basculer. On parlait de désinsertion professionnelle. Ce matin, on est interpellé régulièrement par nos collègues de la CARSAT ou de la MSA sur des situations de personnes qui sont en arrêt maladie, qui vont peut-être reprendre, peut-être pas reprendre, pour lesquelles il y a quelque chose à construire. Et ce sont des situations sur lesquelles on intervient de façon prioritaire, sur lesquelles on partage l'évaluation, parce que c'est important. De la même façon, sur les jeunes, les 16-25, les sortants d'Ulysse, les sortants d'IME, ceux qui sont sur des parcours où justement il va falloir construire quelque chose de partenariat avec l'éducation nationale ou avec les établissements médico-sociaux, avec les missions locales. Voilà, ce sont des situations sur lesquelles on essaye de mettre l'accent, on essaye d'être très vigilant, parce qu'on sait qu'il y a des enjeux derrière pour les situations, mais on est très loin d'avoir les moyens de regarder de façon croisée avec l'ensemble de nos partenaires toutes les situations sur lesquelles nous sommes sollicités. Et c'est vrai que vous avez aussi beaucoup de temps passé sur les questions statutaires, et ça a été un peu évoqué aussi ce matin que voilà, il y a sans doute des simplifications aussi à trouver qui peuvent permettre de pouvoir réfléchir du temps sur du sur-mesure, de la dentelle en termes d'accompagnement. Il y a des simplifications à trouver, c'est certain. On en a évoqué avec l'association des directeurs de MDPH un certain nombre qu'on a proposé au ministère pour pouvoir avancer sur ce sujet. On n'a pas été entendu sur tous les points, sur certains oui, notamment sur l'allongement de la durée d'attribution de certaines prestations. On a récemment un décret qui est sorti qui permet d'attribuer une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de façon définitive. C'est quand même une grande avancée puisque jusqu'à présent c'était tous les 5 ans. Tous les 5 ans, il fallait renouveler la demande avec des risques d'oubli pour les usagers qui du coup pouvaient se retrouver pénalisés à certains moments quand ils retracent leur carrière. Enfin voilà, c'était quelque chose de compliqué. Donc on a des simplifications qui arrivent, qui déplacent le curseur parce que on parlait de l'évaluation tout à l'heure, on parlait du handicap, on parlait du milieu spécialisé, du milieu ordinaire et de pas de spécialisé sans ordinaire. Aujourd'hui, on voit bien que le curseur bouge entre le droit commun, le handicap. Où est-ce qu'on remet ce curseur? Ça va être la question qui va se poser pour nous dans les prochaines années, je pense, parce que on a des choses qui vont devenir du droit commun, qui devraient le devenir en tout cas, de l'adaptation de l'école, de l'adaptation de l'emploi, qui vont faire que nous, on interviendra sur des choses vraiment très spécifiques. En tout cas, c'est mon souhait. On interviendra demain sur des choses très spécifiques, très, très plus complexes, et pas sur des choses qui nécessitent que de l'adaptation logique et conceptuelle. Alors dans ces facteurs de réussite, on a évoqué ce temps de l'orientation et de l'évaluation, on a parlé de l'ancrage territorial, de la proximité, de l'écoute des besoins, et avec vous, Anne Arel, je voudrais qu'on évoque rapidement aussi la question de la gouvernance partagée, parce que c'est quelque chose que vous avez mis en place où les personnes accompagnées ont leur place dans les instances. Oui, voilà. Alors c'est quelque chose de très novateur hein, dans le cadre de notre pacte territorial pour l'insertion, l'emploi et l'entrepreneuriat. Nous avons mis en place une gouvernance partagée, donc bien sûr entre les différents acteurs, entre les différents signataires, hein, que sont Pôle emploi, Cap emploi, les missions locales, l'État, l'éducation nationale, enfin, la région, etc., énormément d'acteurs, mais aussi les représentants des personnes accompagnées. Ça nous a semblé très important qu'elles puissent partager cette gouvernance pour participer à l'évaluation des actions mises en œuvre ou des actions à réaliser tout simplement, et qu'elles aient leur mot à dire, tout comme les autres acteurs. Alors Guillaume Lullier, avant que nous soyons rejoints par nos 4 autres invités, j'ai entendu ce matin que tout ce processus de transition, notamment Serge Ebersol d'en parlait, devait s'inscrire dans le temps long. Est-ce qu'aujourd'hui, l'ensemble des acteurs, des dispositifs vous permettent d'agir dans une perspective de temps long, de pluriannualité, de visibilité ?
Malheureusement, non. Je dirais que c'est un peu la difficulté, c'est qu'on est, on est toujours contraint ou à la merci d'échéances. Voilà. Que ce soit d'échéances politiques, budgétaires, tout simplement parler du turnover aussi. Hein. Ça peut être aussi des histoires de personnes hein, qui évoluent, c'est normal, et chacun à sa carrière, peut faire des mobilités, etc. Mais finalement, voilà, on parlait également d'alignement des planètes. Il y a des contextes plus favorables que d'autres. C'est ça que je voulais dire. Et que quand on a l'opportunité d'avoir sur un temps et sur un lieu commun l'ensemble des bonnes volontés qui se retrouvent, il ne faut pas hésiter, je dirais, à avancer, à mettre des jalons, parce qu'il y a quand même, parce que ça c'est le côté négatif, hein, c'est vrai qu'on le sait tous, hein, pour pouvoir avancer il faut des moyens, une finalité, un objectif clair et de la bonne volonté. Bon. Mais ce que je constate en matière de politique publique, c'est qu'on revient quand même rarement totalement en arrière. Donc il y a quand même un effet cliquet. C'est vrai que parfois c'est long, c'est compliqué à mettre en place, mais que à peu près quand tout le monde est d'accord, c'est que c'est en général la bonne solution. Le consensus, quand le consensus est là, c'est qu'en général on a trouvé la bonne solution, ça peut prendre du temps, et qu'une fois qu'on l'a mis en place, éventuellement ça peut reculer, mais on gagne toujours un peu de terrain. Voilà, c'est un peu, si je prends cette métaphore de montagnard, une fois que vous avez planté le jalon, même si la corde se redétend un petit peu, vous avez quand même gagné 5 cm. Bon, c'est toujours ça de prix. Hein. Merci. Et l'alignement des planètes, il démarre aujourd'hui. Depuis quand? Donc il faut en profiter. Là, il y a une dynamique qui s'engage.